Bonjour chers spectateurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous plongerons dans l'un des mouvements philosophiques impressionnants du monde antique, le stoïcisme. Le stoïcisme est un ancien océan philosophique rempli de réflexions profondes sur la philosophie de la vie, l'éthique et la paix intérieure. Cette vidéo ouvrira une porte pour explorer ce qu'est le stoïcisme, les principes fondamentaux qui l'englobent, et comment il peut être appliqué dans le monde moderne. Principes fondamentaux du stoïcisme. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons des façons pratiques d'intégrer les principes stoïciens dans notre vie quotidienne. Nous découvrirons ce que le stoïcisme peut nous enseigner sur la paix intérieure, la résilience face aux défis de la vie et la prise de décisions efficaces. Le stoïcisme est une ancienne tradition qui reflète à la fois les caractéristiques du période hellénistique et a servi de source à de nombreuses philosophies ultérieures, laissant des traces qui peuvent encore être suivies sous diverses formes aujourd'hui. Émergeant dans des conditions propices à l'amalgame d'idées diverses provenant de différentes régions géographiques avec la pensée grecque antique, le stoïcisme permettait des interprétations qui pouvaient varier largement. Cette diversité promettait simultanément un état intérieur de liberté vis-à-vis de l'oppression créée par les structures inégales existantes, tout en fournissant des outils de légitimation pouvant encourager l'acceptation de ces structures. En effet, les défenseurs de la philosophie, surtout à ses débuts, mettaient l'accent sur l'égalité. Cependant, au fil du temps, on observera que ces défenseurs ont tiré des éléments des enseignements pour renforcer et légitimer des structures inégales. Le stoïcisme précoce, 3e siècle avant Jésus-Christ, 2e siècle avant Jésus-Christ, a perturbé une tradition en cours en conseillant aux individus, qui se sentaient impuissants dans un environnement sans soutien, de se tourner vers l'intérieur comme solution. L'école préconise que l'individu se tourne vers son propre monde intérieur comme un remède réconfortant. En continuité avec la pensée grecque dans la compréhension stoïcienne, l'objectif fondamental d'atteindre le bonheur passe par la compréhension de la nature et l'alignement de soi avec elle en tant que partie harmonieuse de l'univers. Dans ce sens, le stoïcisme encourage les individus à se connaître ontologiquement, à comprendre leur place dans l'univers, à saisir la signification qu'ils portent et à se comporter conformément à la raison universelle. Cette attitude procurera également une tranquillité mentale exempte de l'influence des passions. Comme le souligne Sénèque, le destin conduit celui qui consent et traîne celui qui résiste, Sénèque, 1925-229. Bien que la source exacte ne soit pas connue, la prière de la sérénité stoïcienne reflète bien cette compréhension. Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse de connaître la différence. Tenant compte du contexte historique, cette étude vise à esquisser la philosophie stoïcienne ancienne en grandes lignes et à souligner brièvement les aspects de l'enseignement qui permettent des interprétations différentes ou opposées. Dans ce contexte, elle explorera d'abord la période hellénistique, l'époque où le stoïcisme a pris forme, suivi des branches philosophiques de la logique, de la physique et de l'éthique, et enfin, compte tenu de sa structure flexible, elle explorera le sens du stoïcisme et comment il peut être interprété selon différentes perspectives. Le terme hellénisme, utilisé pour la première fois au XIXe siècle, Martin, 2012, 335, désigne traditionnellement une période de l'histoire grecque qui s'étend de l'époque d'Alexandre le Grand à la domination de l'Empire romain, couvrant la fin du Xe siècle avant Jésus-Christ au début du 1er siècle de notre ère, Ado, 2011, 97. L'ère hellénistique de la philosophie classique est généralement considérée comme ayant commencé avec la mort d'Aristote en 322 avant Jésus-Christ, exactement un an après la mort d'Alexandre le Grand, et s'est terminée avec la mort de Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte de la dynastie ptolémaïque, en 30 avant Jésus-Christ, Warren, 2021, 512. Le concept est utilisé pour décrire la culture universelle et cosmopolite qui a émergé avec l'expansion de la langue et de la culture grecque au-delà des frontières du monde grec dans les anciennes civilisations de l'Est, influencées par elle et les influençant en retour. L'ère hellénistique est souvent considérée comme la rencontre entre l'Est et l'Ouest, attribuant une qualité distinctive à cette période. Pour que cette assertion soit valide, cela impliquerait qu'il n'y a eu aucune interaction entre l'Est et l'Ouest avant cette période. Cependant, l'examen de la période avant Alexandre le Grand révèle que les canaux de communication entre le monde grec et l'Est étaient ouverts. La structure économique des cités grecques, basée sur le commerce, et l'existence même de la polis façonnée par le commerce, rendaient une isolation complète impossible. En effet, des preuves montrent que de nombreux marins et commerçants participaient au commerce maritime avec et de nombreuses colonies étaient établies au-delà du monde grec.
Par conséquent, pour que cette nouvelle ère ait une signification différente, elle doit aller au-delà d'un simple contact et posséder un aspect qualitatif. Dans ce contexte, l'affirmation selon laquelle, plutôt qu'un simple choc d'idées, l'ère hellénistique a été le témoin de l'influence mutuelle de l'Est et de l'Ouest, conduisant à la formation d'une nouvelle synthèse, semble plus précise. Par conséquent, bien que les cités grecques aient pu perdre leur caractère unique et leur liberté, leurs systèmes de pensée ont commencé à se répandre vers l'Est. Malgré les rencontres précédentes, il est évident qu'il n'y a pas eu un échange significatif d'idées entre l'Ouest et l'Est qui s'influenceraient mutuellement. Le monde grec a réussi à préserver son unicité d'une certaine manière. Pour exprimer métaphoriquement cette situation, c'est comme une main gantée qui ne se mouille pas. On pourrait parler de l'existence de contact mais de l'absence d'un effet transformateur. Alors, quelle a été la force qui a enlevé ce gant? En examinant les périodes précédentes, les anciennes colonies grecques dans les régions côtières du monde oriental étaient des cités grecques pures, Arslan, 2010, si. Cela implique que ces régions entretenaient des liens étroits avec les cités grecques et préféraient ne pas s'assimiler à la population locale. Par conséquent, les colonies grecques étaient isolées dans leur région, sauf pour le commerce. La principale raison de cette situation était la vision des Grecs d'eux-mêmes comme privilégiés et les autres communautés comme des barbares. Cette perspective a créé un état délibéré d'isolement envers l'autre, entravant l'interaction de l'influence intellectuelle. La cité-État sacrée, renfermant la divinité, était considérée comme un don extrêmement précieux accordé aux Grecs par les dieux. Perturber l'ordre de la cité-État était synonyme de défier les dieux. De plus, pour l'individu grec, envisager un mode de vie en dehors de la réalité de la cité-État était inconcevable. Étant donné que chaque Grec se percevait avant tout comme citoyen, la vie était conditionnée par la réalité de la cité-État. En dehors de la cité-État, il n'était rien. Aoular, 2009, 16. Comme on peut le voir, pour le citoyen grec, un monde significatif était défini uniquement par la cité-État. Le principe arché qui assurait la socialité était la cité-État. Les humains étaient des cellules, et la cité-État était l'organisme, par conséquent, même si elle était composée de cellules, la cité-État était plus qu'elle. Toute existence ne prenait sens qu'à travers elle, et les valeurs humaines étaient accomplies avec elle, Friedel, 2004, 100. À l'époque hellénistique, une différence cruciale est apparue qui a brisé cette connexion, conduisant à l'influence mutuelle de l'Est et de l'Ouest, la perte d'indépendance des cités grecques. Avec l'ère hellénistique, les cités-États ont perdu leur caractère unique et leur liberté, comme s'effondrant vers la terre. La position centrale, servant de porteur à toutes les pensées d'une certaine manière, a perdu son indépendance, initiant un processus où les pensées et les valeurs enracinées ont commencé à vaciller. Dans ce sens, on pourrait dire que l'individu grec est tombé de l'intérieur de la cité-État. Cela signifiait l'émergence du chaos, du désordre, de l'instabilité et de l'indécision individuelle. Les bouleversements sociaux et les instabilités politiques ont sans aucun doute encouragé chacun à s'occuper de son propre jardin, mais en même temps, ils ont accéléré la réévaluation urgente de l'ordre, de la hiérarchie, de la souveraineté et de l'obéissance, Wood, 2009, 119. Le stoïcisme, indirectement à certains égards, fournirait diverses réponses à toutes ces questions. Le stoïcisme est à la fois le produit des conditions dans lesquelles il a émergé et l'accumulation de la pensée philosophique qui l'a précédé. Il est donc essentiel de reconnaître la continuité sous-jacente ainsi que certaines innovations. Selon un consensus général parmi les sources, Zénon a commencé son parcours philosophique en tant que disciple du cynique Cratès. En effet, dans les premiers stades du stoïcisme, l'influence du cynisme est évidente. Par exemple, les stoïciens, influencés par les cyniques, ont non seulement cherché à construire une théorie philosophique, mais ont également cherché à intégrer leur mode de vie avec la théorie. En termes de signification philosophique, une autre source importante pour les stoïciens est Socrate. Les stoïciens ont développé une philosophie qui met l'accent sur l'acquisition de connaissances sur le monde matériel et la gouvernance éclairée de l'univers, ainsi que sur l'examen et l'application de la vertu pour une vie paisible. Il ne sera pas difficile de trouver des traces de tous ces aspects différents chez Socrate tels que décrits par Platon, Warren, 2021, 513. En effet, on dit que Zénon, l'un des fondateurs, s'est tourné vers la philosophie en raison de son admiration pour Socrate, et l'école, comme de nombreux autres courants philosophiques, se présentant comme le seul disciple de Socrate.
L'attitude de Socrate lors de son procès, son refus de s'échapper, son silence face à la mort, et sa déclaration explicite selon laquelle le malfaiteur se nuirait plus à lui-même qu'à sa victime s'alignent parfaitement sur la doctrine stoïcienne. Russell, 1969, 378. L'influence de Socrate est particulièrement prononcée dans l'aspect moral éthique de la philosophie. Comme Socrate, les stoïciens affirment que la connaissance, épistème, est la vertu, arrête, les assimilant, et soulignent la nécessité d'être vertueux et savant pour atteindre le but ultime du bonheur. Cependant, il est difficile d'affirmer que Platon et Aristote, deux autres penseurs importants dans le monde grec, ont eu une influence aussi puissante sur l'école, surtout en considérant les premières périodes de l'école. En effet, la pensée centrée des deux philosophes sur la cité-État et la compréhension transcendantale de Dieu de Platon ne concorde pas avec l'hypothèse des stoïciens d'un État mondial et leur compréhension inhérente de Dieu dans l'univers. Cependant, il est crucial de ne pas négliger certaines similitudes. Les stoïciens partagent avec Platon l'idée d'une prévoyance divine dans l'univers, et ils conceptualisent le souffle chaud, le principe actif de la nature et son mode d'opération dans les entités individuelles, de manière similaire à la forme d'Aristote et à son mode d'opération dans la matière. Cependant, il est observé, en particulier dans le cas des stoïciens, qu'ils font des efforts pour se tourner vers les philosophes naturels, tout comme Épicure. En particulier, Héraclite peut être considéré comme important pour les stoïciens. Dans ce sens, la perception du feu comme principe fondamental de l'univers, la défense de l'existence d'un changement absolu dans l'univers, et la prédominance du logo en tant que principe organisateur confirment clairement cette influence. Par conséquent, malgré le fait d'être le produit d'une nouvelle ère, il faut garder à l'esprit que les stoïciens n'avaient pas complètement rompu leur lien avec l'âge classique et les grandes idées de cette période. En raison de ces influences et des conditions de l'époque, le stoïcisme a rapidement gagné en importance peu de temps après son émergence et a pris racine au point de devenir l'idéologie officielle de l'Empire romain au fil du temps. La première stoa, à cet égard, occupe une place unique car elle a posé les bases intellectuelles pour ses disciples ultérieurs. Par conséquent, examiner la philosophie stoïcienne de manière générale est important pour comprendre à la fois le monde grec de cette époque et la pensée romaine ultérieure. La philosophie stoïcienne. Les stoïciens soutiennent que le but fondamental de la vie humaine, en continuité constante avec la pensée grecque, est le bonheur. La principale préoccupation est de construire une vie vertueuse et bonne équivalente au bonheur dans ce monde. Selon les mots de Paul Venn, le stoïcisme n'est pas tant une éthique qu'une prescription paradoxale pour le bonheur, cité dans Irvine, 2009, 35. L'école de la Stoa, qui a émergé au cœur d'Athènes avec un système de pensée reflétant les caractéristiques de la période hellénistique, divise la philosophie en trois domaines interconnectés, comme on le voit couramment dans la philosophie hellénistique, la logique, la méthode pour trouver la vérité, la physique, la vérité fondamentale sur la nature de l'existence, et l'éthique, le chemin pour que les individus atteignent le bonheur et la bonté en résultat de la logique et de la physique. Martin, 2012, 356. Cependant, on peut dire que l'accent principal est mis sur l'éthique, et les autres éléments servent d'éléments intermédiaires ou de soutien pour atteindre l'éthique. Pour illustrer, les stoïciens comparent la philosophie à un être vivant, la logique correspond aux os et aux nerfs, l'éthique aux parties charnues, et la physique à l'âme. Ou bien, ils le comparent à un œuf, la logique est la coquille, la partie suivante, à savoir la raison, et l'éthique, et l'intérieur, ou le jaune, et la physique, Laers, 2007, 318. Par conséquent, bien que chacun des trois éléments de la philosophie semble indispensable, une importance distinctive est attribuée à l'éthique. Néanmoins, dans tous les cas, il est nécessaire de considérer les sections philosophiques comme des composants organiques essentiels plutôt que des pièces indépendantes et séparées dans le stoïcisme, qui a une philosophie holistique. Chacun est indissociablement lié aux autres, et l'existence de chacun est nécessaire. Tout comme un œuf ne peut pas être un œuf sans la coquille, le jaune et le blanc, chaque élément nécessite les autres pour être défini, Tony, 2021, 528. Par conséquent, une distinction nette ne peut être faite qu'au niveau catégorique méthodologique. Logique, épistémologie comme méthode pour atteindre la vraie connaissance dans la philosophie stoïcienne. Lorsqu'on examine la philosophie stoïcienne, il est évident que la logique joue un rôle significatif et de soutien. Divisée en rhétorique et dialectique et se concentrant sur le raisonnement correct, Irvine, 2009, 33, la logique, selon les stoïciens,
est la partie de la philosophie qui concerne le logo, et ici, le logo signifie le principe rationnel qui régit l'ensemble de l'univers. Tony, 2021, 529. L'inclusion de la rhétorique dans le domaine de la logique est due à l'association directe de la parole avec la raison et à la croyance que la parole est possible par la pensée. Comme cela sera détaillé plus tard, la logique est un élément clé qui permet l'intégration de la nature et de la raison universelle avec les êtres humains, du Ruskin, 1991, 287. Dans le cadre de cet article, la question centrale dans le cadre de la logique est le problème de la connaissance. Selon l'épistémologie stoïcienne, la seule manière d'atteindre le but ultime du bonheur est par la connaissance. De ce point de vue, la nature de la connaissance et la manière d'acquérir cette connaissance deviennent des sujets fondamentaux d'investigation. Dans le stoïcisme, la connaissance est une compréhension puissante, solide et irremplaçable qui ne peut pas être changée par des arguments opposés. Kenny, 2017, 197. Les stoïciens, qui sont matérialistes au point d'incorporer même Dieu et l'âme, maintiennent cette position matérialiste dans leurs opinions sur la connaissance également. Selon leur pensée, il n'y a pas de réalité dans les entités absolues possédant une réalité absolue, comme on le voit chez Platon. Comme le philosophe grec Antisthène, fondateur de l'école cynique, a dit, ils diraient qu'ils ont vu un cheval, pas la chevalité. Chers spectateurs, j'espère que vous avez apprécié la discussion sur le stoïcisme tout au long de cette vidéo et que vous avez acquis une compréhension de la manière dont ce mouvement philosophique ancien ajoute de la valeur à nos vies modernes. N'oubliez pas, le stoïcisme n'est pas simplement un mouvement philosophique, c'est une manière de vivre. Intégrer ces enseignements dans nos vies est entre nos mains et peut rendre chaque jour plus conscient, efficace et significatif. À résilience face aux défis de la vie et la prise de décisions efficaces.